Tu gâches mon anniversaire, cria ma sœur lors du dîner à 4200 €. Mon père m'a giflé, dehors. Tout de suite. Je me suis levée. J'ai souri. Le chef de cuisine s'est précipité de la cuisine non pas vers mon père. Il s'est incliné devant moi. Mademoiselle Dubois, dois-je annuler l'heure? Voici ce que personne ne vous dit sur la création d'un restaurant à partir de rien. L'ingrédient le plus difficile, ce n'est pas l'argent, l'emplacement ni même le menu. C'est de savoir qui laisser entrer dans votre cuisine. Ma partenaire commerciale, Nina, me l'a dit un jour. À l'époque où nous signions le bail d'un entrepôt désaffecté à Lyon, avec exactement 42 000 € entre nous et aucun plan B, je pensais qu'elle parlait d'embaucher, de passer au crible les chefs de partie et les sommeliers, et de s'assurer que personne n'arrivait avec la gueule de bois le samedi soir. Ce n'était pas ça. Elle parlait de mon père. Car 3 ans plus tard, je me tenais dans la salle à manger de ce même restaurant, celui avec la liste d'attente de 6 semaines et l'article élogieux dans le Lion gastronomique, et le plat signature, nommé d'après une recette que ma défunte mère m'avait apprise quand j'avais 9 ans. En regardant mon père me gifler devant 38 convives, parce que j'avais interrompu le dîner d'anniversaire à 4200 € de ma sœur juste en existant. Mais je m'emballe un peu. Revenons environ 4 heures en arrière. Au moment où la soirée est passée de gérable à toute autre chose. C'était un vendredi. Le service commençait à 17h30. Et à 17h15, je faisais ce que je faisais toujours, un dernier tour de salle, vérifiant l'espacement des tables, ajustant une bougie qui n'avait pas besoin d'être ajustée. L'Alouette et le Laurier pouvaient accueillir 84 personnes, et le vendredi, nous faisions 2 services. Chaque détail comptait. Chaque angle de fourchette. Chaque pli de serviette. Je dirigeais ma cuisine comme certains dirigent des salles d'opération. Avec précision, un peu de peur, et la compréhension qu'un faux pas pouvait gâcher la soirée de quelqu'un. J'étais en train de redresser la carte des vins au comptoir d'accueil quand l'écran des réservations a attiré mon attention. Table 12. 19h30. 6 personnes. Dubois. Anniversaire de Sophie. Mes mains se sont arrêtées de bouger. Pas une immobilité dramatique, plutôt le moment où vous sortez la pâte du réfrigérateur et réalisez qu'elle est froide de part en part. Morte. Inutilisable. Vous pouvez la réchauffer, mais elle ne montera plus jamais de la même manière. J'ai relu. Dubois. Mon nom. Sur mon écran. Dans mon restaurant. Étape 1. Respirer. Étape 2. Le relire une 3e fois au cas où les lettres se réorganiseraient en une autre famille. Étape 3. Ne pas appeler Nina. J'ai appelé Nina. Ils ont réservé une table, ai-je dit. Pas de salutation. Elle n'en avait pas besoin. Qui? Mon père. L'anniversaire de Sophie. 19h30. Table 12. Un silence assez long pour saisir un steak des 2 côtés. Savent-ils que je possède le restaurant qu'ils ont choisi pour un dîner à 4000 €? Non. Ils l'ont trouvé sur une liste des meilleurs restaurants de Lyon. Ils ne le savent pas parce qu'ils n'ont jamais posé la question. J'entendais Nina choisir ses mots comme elle choisissait ses investissements, avec une stratégie de sortie déjà élaborée. Élodie. Ne sors pas. C'est ma sœur. Et c'est ton restaurant. Choisis. J'aurais dû choisir. Avec le recul, c'était le tournant décisif, le moment où une version de moi enfilait sa veste de chef, restait en cuisine, et laissait la table 12 être juste une autre réservation de vendredi. Cette version de moi rentrait à minuit avec les pieds fatigués et les mains propres, et une famille qui restait à une distance sûre et simple. Mais je n'ai jamais été douée pour choisir. C'est tout le problème, vraiment. J'ai passé toute ma vie à essayer de tenir une sauteuse d'une main et un rameau d'olivier de l'autre, et les brûlures ont toujours été du même côté. J'ai dit à Marc, mon chef de cuisine, l'homme qui m'avait appris à découper un poisson entier quand j'avais 22 ans, tremblante lors de ma première ligne à Paris, que je quittais la salle pour la soirée. Affaire personnelle. Il m'a regardé comme il me regardait toujours quand je mentionnais ma famille.
Comme un homme regardant quelqu'un marcher vers une cuisinière sur laquelle il s'était déjà brûlé. Vous êtes sûr, chef? Je suis sûr. Vous n'êtes pas sûr. Marc. Il a levé les deux mains. Est retourné à son poste. N'a rien dit d'autre, car Marc comprenait quelque chose des cuisines que la plupart des gens ne comprennent pas. Vous pouvez avertir quelqu'un de la chaleur, mais vous ne pouvez pas l'empêcher de toucher la poêle. J'ai changé de tenue dans mon bureau. Je gardais une robe noire dans le placard pour exactement ces situations. Celle où j'avais besoin de ressembler à une cliente dans mon propre établissement. La fermeture éclair s'est bloquée à mi-chemin, et je suis resté là pendant 10 bonnes secondes, les bras pliés derrière le dos, à lutter avec elle, pensant que c'était probablement une métaphore pour quelque chose que je ne voulais pas nommer. La salle à manger se remplissait quand je suis sorti. Les bougies allumées. Les verres captant la lumière. L'odeur d'ail rôti et de beurre noisette se répandant dans la pièce comme un courant lent. J'avais construit tout cela. Chaque carreau. Chaque révision de menu. Chaque crise de panique à 4 heures du matin à propos de la masse salariale. Cette pièce était la mienne. Et là, à la table 12, se trouvait la famille qui n'y avait jamais mis les pieds une seule fois. Mon père était assis en bout de table, car bien sûr, il l'était. François Dubois. 58 ans. Expert en sinistre à la retraite. Portant le blazer bleu marine qu'il mettait à chaque restaurant, chaque enterrement, chaque occasion où il voulait que les gens sachent qu'il avait fait un effort. Ses cheveux étaient plus gris que dans mon souvenir. Sa mâchoire était serrée de la même manière que toute ma vie, comme un homme qui avait déjà décidé comment la soirée se déroulerait, et attendait simplement que tout le monde se mette à la page. Sophie était à côté de lui. Radieuse. 26 ans, elle en aurait 27 ce soir-là, avec cette sorte d'éclat sans effort qui vient de n'avoir jamais eu à construire quoi que ce soit dans l'ombre. Elle riait de quelque chose, la tête penchée, et pendant une demi-seconde j'ai vu sa mère dans l'angle de son cou, et cela m'a frappé quelque part derrière les côtes, rapide et vif, comme de se couper le doigt sur une mandoline avant même de sentir la coupure. Tante Janine était assise à l'autre bout de la table. Elle était toujours à l'autre bout. Silencieuse. Son cardigan. Le même cardigan, en fait, celui couleur avoine qu'elle avait porté 3 Noëls auparavant. Elle a levé les yeux quand je me suis approché, et quelque chose a traversé son visage que je n'ai pas pu nommer. Pas de surprise. Pas de soulagement. Quelque chose entre les deux. Comme une porte s'ouvrant dans une pièce qui était restée fermée si longtemps que les charnières avaient rouillé. 2 amis de Sophie occupaient les chaises restantes. Je ne les connaissais pas. Ils n'avaient pas d'importance. Ce qui comptait, c'était le seul siège vide, légèrement retiré de la table, coincé entre le mur et tante Janine, assez près pour être présent, et assez loin pour être oublié. Sophie m'a vu la première. Elle n'a pas levé les yeux de son téléphone. Oh, tu as réussi à venir. Sa voix avait cette douceur mordante, douce en surface, mais si vous la teniez à la lumière, vous pouviez voir l'obscurité en dessous. Il y a une chaise au bout. Il y avait toujours une chaise au bout. Je me suis assise. Les 20 premières minutes n'ont pas été terribles. C'est le piège avec ma famille. Les 20 premières minutes ne le sont jamais. C'est comme la première bouchée de quelque chose qui est resté trop longtemps dehors. La surface a bon goût. La pourriture est en dessous, et vous ne la remarquez pas avant d'avoir déjà avalé. Sophie a commandé du champagne pour la table. Pas de la carte des vins. Elle a demandé au serveur d'apporter quelque chose de fun, ce que les gens disent quand ils ne savent pas ce qu'ils veulent mais veulent que tout le monde sache qu'ils peuvent se permettre de ne pas savoir. Le serveur m'a regardé. J'ai fait le plus petit hochement de tête que je pouvais. Il a apporté la veuve. Oh, chic, a dit Sophie, comme si le mot avait été inventé pour son usage personnel. François a levé son verre. À ma petite fille. 27 ans à rendre son vieux père fier. Tout le monde a trinqué. J'ai touché mon verre à celui de tante Janine. Elle a maintenu le contact un instant de trop, comme si elle essayait de dire quelque chose à travers le cristal. La conversation s'est déroulée comme toujours dans ma famille,
en cercle concentrique autour de Sophie, sa promotion au poste de responsable administrative principal au cabinet dentaire, le nouveau camion de son petit ami Thomas, son professeur de pilates qui était pratiquement un thérapeute. Chaque sujet arrivait, était admiré, et était remplacé par le suivant, comme les plats d'un menu dégustation où chaque assiette avait l'air différente mais avait exactement le même goût. J'ai écouté. J'ai hoché la tête au bon moment. J'ai ri quand la table riait. C'était une performance que je répétais depuis que j'étais assez grande pour comprendre que certains sièges à table venaient avec des répliques, et d'autres avec des instructions de sourire. François a raconté une histoire sur Sophie organisant la fête de Noël du bureau. Elle avait décoré tout l'endroit elle-même. Était restée tard 3 soirs de suite. Les médecins lui avaient donné une carte cadeau. Il l'a dit comme un homme décrit une cérémonie de remise de médailles, la poitrine en avant, la voix élevée, comme si décorer un bureau était un acte de bravoure qui méritait d'être inscrit dans les annales. Tante Janine mangeait son petit pain en petits morceaux méthodiques. Elle ne parlait que si quelqu'un lui posait une question directe. Et personne ne lui posait de questions directes. Je l'ai observé du coin de l'œil et j'ai reconnu la posture, le dos droit, les épaules légèrement tournées vers l'intérieur, occupant exactement l'espace qui lui avait été attribué. Ce serait moi dans 25 ans si je continuais à tirer cette chaise. Quand les plats principaux sont arrivés, j'ai failli rire. Non pas que quelque chose soit drôle. Mais parce que ma sœur de 26 ans, qui m'avait dit un jour que cuisiner était essentiellement suivre des instructions, comme les meubles Ikea, avait commandé le laurier. Le serveur a posé l'assiette devant elle avec le genre de soin que mon équipe donnait à chaque plat. Précis, angulé, la sauce juste comme il fallait. Et il était là. Le ragoût d'écrevisse de maman. Raffiné et réinventé en quelque chose qui avait fait qu'un critique gastronomique utilise le mot « transcendant » dans la presse. La recette que Lorraine Dubois-Guido m'avait apprise un dimanche après-midi dans notre cuisine de Chambéry quand j'avais 9 ans et qu'elle était encore en vie. Et que le monde sentait le beurre et le laurier et ce genre de sécurité spécifique qui n'existe que lorsque votre mère est à côté de vous au fourneau. Sophie a pris une bouchée. Ses yeux se sont fermés. « Oh mon Dieu !» a-t-elle dit. « C'est incroyable. » J'ai appuyé mon ongle de pouce sur la pulpe de mon index sous la table. Assez fort pour laisser une marque. Pas assez fort pour saigner. « Papa, tu dois goûter ça. » François s'est penché, a pris une bouchée de son assiette. A mâché. A hoché la tête comme il hochait la tête aux choses acceptables mais qui ne méritaient pas d'être discutées. Pas mal. Pas mal. La recette de ma mère. Mes mains. Mon restaurant. Mes 3 années d'anxiété salariale à 4 heures du matin et de brûlures aux avant-bras et un menu que j'avais réécrit 41 fois jusqu'à ce que le laurier soit absolument parfait. Pas mal. Je devrais vous dire quelque chose à propos du menu de l'Alouette et le laurier. Au verso, la partie que personne ne lit, la partie cachée derrière les accords mets-vins et la note sur les allergènes, il y a une petite ligne de texte. Noir sur crème. Facile à manquer si vous ne cherchez pas. Chef Élodie Dubois. Copropriétaire. François a posé le menu sans le retourner. Il n'avait jamais été un homme à lire les petits caractères. C'était son travail pendant 30 ans, expert en sinistre, évaluant les dommages, et la seule chose qu'il n'avait jamais appris à faire à sa propre table. L'amie de Sophie, celle avec les grandes boucles d'oreilles et le rire sonore, s'est tournée vers moi. « Alors Élodie, qu'est-ce que tu fais ?» La table s'est agitée. Pas physiquement. Mais quelque chose dans l'air s'est réarrangé. Comme une cuisine se tait dans la demi-seconde avant qu'une casserole ne prenne feu. J'ai ouvert la bouche. Sophie est arrivée la première. Elle cuisine quelque part en centre-ville. Un geste de la main. Non pas méprisant. Pire encore que méprisant. Automatique. Comme chasser une mouche sans vérifier si c'était un papillon. C'est mignon. Elle a toujours été branchée sur le truc de la bouffe. Le truc de la bouffe. Les mêmes 2 mots que mon père utilisait quand j'avais 14 ans, et que je tenais un trophée que personne n'était venu me voir gagner. Les mêmes 2 mots qui m'avaient suivi de Chambéry à un poste de plongeuse à Paris.
Et à travers 6 ans de brûlures de ligne, de coupures de couteau et d'une sorte d'épuisement qui vit dans vos pieds et vos poignets et la partie de votre cerveau qui cesse de rêver parce qu'il n'y a pas le temps. Le truc de la bouffe. Comme si tout ce que j'avais construit pouvait être plié en un hobby et glissé dans la poche arrière d'une phrase. J'ai serré mon verre d'eau. Non pas comme on serre quelque chose qu'on s'apprête à boire. Mais comme on serre le manche d'un couteau quand l'huile crache et que l'on doit rester parfaitement immobile parce que le moindre mouvement, le moindre tressaillement, et on se brûle. Oui, ai-je dit. Le truc de la bouffe. Tante Janine me regardait. Pas comme les autres me regardaient à travers, au-delà, autour. Elle me regardait comme on regarde une casserole qui est restée trop longtemps sur le feu et que tout le monde en cuisine ignore le bruit. J'ai détourné le regard. Parce que si j'avais soutenu son regard, quelque chose dans ma poitrine allait craquer. Et je n'étais pas venue ici pour craquer. J'étais venue ici pour m'asseoir au bout de la table et sourire et me prouver, à eux, à la fille de 14 ans encore debout sur cette scène avec un trophée et un siège vide dans le public, que je pouvais le supporter. Je pouvais toujours le supporter. C'était le problème. J'étais si douée pour le supporter que tout le monde supposait qu'il n'y avait rien à supporter. Les cadeaux sont apparus entre les plats principaux et le dessert. Sophie avait un système, elle avait toujours un système, où elle ouvrait chacun lentement, le tenant pour que la table l'admire, avant de le poser avec un petit « Oh mon Dieu », les gars qui se situaient entre la gratitude et la performance. Un sac de marque de François. Le genre avec le fermoir doré et le papier de soie qui froisse comme si le simple fait de le toucher coûtait de l'argent. Sophie l'a pressé contre sa poitrine. « Papa, tu n'aurais pas dû. » François a souri comme il souriait quand Sophie l'appelait papa doux sur les bords, comme un homme se souvenant de quelque chose qu'il n'avait jamais vraiment perdu. Des boucles d'oreilles des amis. Un ensemble de bougies d'une boutique de la rue du Rhône. Chaque cadeau déballé, admiré, absorbé dans l'orbite de Sophie comme la lumière dans un soleil qui ne savait pas qu'il brûlait tout autour de lui. Puis elle m'a regardé. Je lui ai tendu une boîte. Petite. Emballée dans du papier craft parce que je l'avais fait moi-même dans mon bureau entre la préparation du service et une légère panique quant à savoir si toute cette soirée était une erreur catastrophique. Elle l'a ouverte. À l'intérieur, un carnet relié en cuir, page crème cousu main. La couverture gaufrée d'une seule branche de laurier. Sur la première page, j'avais écrit la recette du ragoût d'écrevisse de ma mère d'une main soignée qu'il m'avait fallu 4 essais pour obtenir correctement, car l'écriture de Lorraine Dubois avait une inclinaison spécifique, un penchant vers la gauche. Comme si chaque lettre cherchait quelque chose derrière elle, et je voulais que ce soit assez proche pour que, si vous plissiez les yeux, vous puissiez presque croire qu'elle l'avait écrit elle-même. Sophie l'a fixé. Tu m'as offert un cahier? C'est la recette de maman. Celle qu'elle faisait le dimanche. J'ai pensé, je ne cuisine pas, Élodie. Elle l'a dit comme on pose un verre qu'on a décidé être vide. Définitif. Désintéressé. Tu le sais. Elle a posé le carnet à côté du sac de marque sans lire l'inscription à l'intérieur de la couverture. Je l'avais écrite là, au cas où elle l'ouvrirait un jour, ce que, assise à cette table, je comprenais qu'elle ne ferait probablement jamais. Pour Sophie, afin que tu aies toujours un morceau d'elle. Affectueusement, Élodie. La main de tante Janine s'est serrée sur sa serviette. Je l'ai vue de l'autre côté de la table. Elle n'a rien dit. Elle ne disait jamais rien. Mais ses phalanges sont devenues blanches, et c'était le son le plus fort qu'elle ait produit de la soirée. L'amie aux grandes boucles d'oreilles, je ne connaissais toujours pas son nom, et à ce stade, j'avais cessé de m'en soucier, a pris une autre bouchée du laurier et a gémi. Sérieusement, ce ragoût est la meilleure chose que j'ai jamais mangée. Genre, je reviendrai ici toutes les semaines juste pour ça, et j'aurais dû laisser passer. Je le sais maintenant. J'aurais dû ravaler les mots comme j'avais tout ravalé toute la nuit, la chaise au bout, le truc de la cuisine, le carnet jeté comme du courrier indésirable. Mais quelque chose dans le fait d'entendre une étrangère louer la recette de ma mère pendant que l'autre fille de ma mère ne daignait pas lire la première page a desserré quelque chose dans ma gorge que je n'ai pas pu resserrer à temps. C'est la récé, je me suis reprise. J'ai reculé. J'ai essayé d'atterrir en sécurité. C'est une recette de famille.
La fourchette de Sophie s'est arrêtée. Oh mon Dieu! Elle l'a posée avec une précision qui m'a plus effrayée que le volume. Tu ne peux pas tout ramener à toi pour une soirée? C'est mon anniversaire, Élodie. Une soirée. C'est tout ce que je demandais. Une soirée où tu ne transformes pas la conversation en ton petit truc. Je n'essayais pas. Je disais juste que les plats. Tu fais toujours ça. Plus fort maintenant. La table voisine s'est tue d'abord. Puis, celle derrière eux. Comme des ondulations s'éloignant d'une pierre que personne n'a vu tomber. Tu arrives avec ton petit cadeau triste et tes commentaires bizarres, et tu mets tout le monde mal à l'aise. Et ensuite tu fais la victime. C'est épuisant. La main de François était posée à plat sur la table. J'avais vu cette main 1000 fois sur des papiers d'assurance, sur le volant, sur l'accoudoir de son fauteuil dans le salon. Mais je ne l'avais jamais vue comme je la voyais maintenant, recroquevillée, délibérée. Une décision prise dans l'espace entre une respiration et la suivante. Élodie. Sa voix était basse. Le genre de basse qui n'a pas besoin de volume parce qu'elle porte du poids à la place. Laisse tomber. Papa, je n'essayais pas de. Tu gâches mon anniversaire. La voix de Sophie a claqué dans la salle à manger comme une assiette sur du carrelage. 38 convives. Les fourchettes en l'air se sont figées. Un sommelier tenant une bouteille a arrêté de verser. La pièce a retenu son souffle comme une cuisine retient son souffle quand quelqu'un crie derrière et que personne ne bouge. François s'est levé. Il s'est penché sur le coin de la table. Et il m'a frappé. À main ouverte. Joue droite. Pas assez fort pour me faire vaciller. Assez fort pour que le son porte un claquement sec et net, comme un coup de serviette dans une pièce vide. Assez fort pour que le couple de la table s'y halète. Assez fort pour que l'hôtesse près de l'entrée fasse un demi-pas en avant. Puis s'arrête. Parce que personne ne vous forme à ça. Personne ne l'écrit dans le manuel. Dehors, a dit François. Tout de suite. Je ne suis pas sorti. Je n'ai pas bougé du tout. Le son est venu en premier, ce claquement, résonnant encore dans mon oreille comme s'il appartenait au visage de quelqu'un d'autre. Puis la chaleur. Se répandant du pommette vers l'extérieur, fleurissant comme une échymose fleurie sous la peau avant que l'on ne puisse la voir en surface. Puis le goût du cuivre. Vif et fin. Là où mes dents avaient mordu l'intérieur de ma joue. Puis la pièce a penché, non pas physiquement, mais comme une pièce penche quand chaque point fixe que vous pensiez comprendre se déplace d'un quart de pouce vers la gauche et que plus rien ne s'aligne. Les larmes sont venues. Pas le genre que l'on choisit. Le genre involontaire, le réflexe du corps, comme des yeux qui pleurent quand on coupe un oignon. Pas de tristesse. Juste des terminaisons nerveuses faisant ce que les terminaisons nerveuses font quand quelqu'un qui est censé vous protéger devient la chose dont vous avez besoin de protection. Sophie m'a regardé, et son visage ne s'est pas effondré ni adouci ni n'a fait aucune des choses que le visage d'une sœur est censé faire quand elle regarde son père frapper son frère ou sa sœur dans une pièce pleine d'étrangers. Tu vois, papa, a-t-elle dit. Doucement maintenant. Presque gentiment. Comme si les cris n'avaient jamais eu lieu. C'est ce qu'elle fait toujours. Elle gâche tout. Tante Janine s'est levée. S'est rassise. S'est relevée. Son corps ne savait pas quoi faire, car son corps était assis à cette table depuis 54 ans, et se tenir debout était une langue qu'elle avait oublié de parler. Quelque part près de la porte de la cuisine, un serveur s'était déjà tourné. Non pas vers nous. Vers l'arrière. Vers quelqu'un qui avait besoin de savoir ce qui se passait à la table 12. Avez-vous déjà aimé quelqu'un à tel point que vous continuiez à entrer dans la même pièce, sachant que cela ferait mal? Parce que l'alternative ne pas y entrer du tout semblait admettre que vous n'aviez jamais été le bienvenu en premier lieu. Je suis restée assise là, avec du cuivre sur la langue et de la chaleur sur le visage, et 38 inconnus faisant semblant de ne pas regarder. Et j'ai compris non pas dans ma tête mais dans mon corps. À l'endroit où la compréhension vit avant l'arrivée des mots que j'avais marché dans cette pièce toute ma vie. Et que la porte n'avait jamais été ouverte une seule fois. Je ne sais pas combien de temps je suis restée assise là. Quelques secondes, probablement.
Cela m'a semblé plus long. Le temps fait ça quand tout ce que vous croyez d'une pièce se réarrange, il s'étire, devient épais, comme du caramel qui a été trop longtemps au chaud et ne coule plus. Ma joue pulsait. La salle à manger avait cette affreuse qualité suspendue. Le bruit d'une cuisine dans la demi-seconde après qu'un verre se brise et avant que quelqu'un ne dise « je m'en occupe ». Personne à la table 12 ne parlait. François était toujours debout. Sophie examinait ses ongles, ou faisait semblant. Les deux amis s'étaient soudainement pris d'une fascination pour le menu des desserts. J'ai tourné la tête vers la gauche. Pas exprès, mon corps a bougé avant que mon cerveau ne donne l'ordre, comme on retire la main d'une surface chaude avant que le signal de douleur n'arrive, et j'ai regardé la fenêtre. L'alouette et le laurier à des bailles vitrées du sol au plafond sur le mur sud. Pendant le service, quand les lumières de la salle à manger sont faibles et que la nuit est sombre dehors, ce verre devient un miroir. On peut y voir toute la pièce refléter les bougies, les tables, la chorégraphie soignée des serveurs se déplaçant entre elles. J'ai conçu cela ainsi. Je voulais que les clients se sentent enveloppés dans quelque chose de beau. Mais ce que j'ai vu dans ce verre n'était pas la salle à manger. J'ai vu une fille. 14 ans. Debout sur une scène dans un gymnase de lycée à Chambéry, Savoie, tenant un trophée presque aussi grand que son avant-bras. Elle portait un tablier blanc avec une tache de graisse près de la poche gauche. Elle souriait, non pas le sourire prudent et mesuré que j'avais appris à porter à des tables comme celle-ci, mais le genre insouciant. Celui qui ne sait pas encore que le monde va lui apprendre à être plus petit. Elle balayait le public, rangée par rangée, siège par siège, cherchant un visage qui n'était pas là. 14 ans. J'étais sur cette scène depuis 14 ans, brandissant quelque chose que j'avais créé, cherchant dans la foule quelqu'un qui n'avait jamais acheté de billets. Non pas parce qu'il n'avait pas trouvé l'auditorium. Non pas parce que la date lui avait échappé. Mais parce qu'il n'avait jamais pensé que ce que je tenais valait le déplacement. Pourquoi est-ce que je cuisine encore pour des gens qui ne s'assoient jamais à ma table? La pensée est arrivée entière. Comme un plat arrive entièrement dressé, aucun assemblage requis. Aucun ajustement nécessaire. Juste là. Complet. Vrai, d'une manière qui n'avait pas besoin de preuves car mon corps le savait déjà comme vos mains connaissent une recette que vous avez faite 1000 fois. La porte de la cuisine s'est ouverte. Marc l'a franchie comme il franchissait chaque porte sans hâte, sans hésitation. Il était toujours en blanc. Grand, larges épaules grisonnant aux tempes maintenant, avec des mains qui pouvaient julienner un oignon en 11 secondes et retenir l'attention d'une femme bien plus longtemps. La salle à manger l'a remarqué. Un chef de cuisine qui entre en salle pendant le service, c'est comme un chirurgien qui entre dans la salle d'attente, cela signifie que quelque chose a changé. Il n'est pas allé vers François, il a marché directement vers moi, s'est arrêté, et a fait quelque chose que je ne l'avais jamais vu faire en 12 ans que je le connaissais. Il a redressé sa posture, a légèrement baissé le menton, et s'est incliné. Pas un salut profond. Pas théâtral. Le genre de salut qui existe dans les cuisines professionnelles entre des personnes qui comprennent, un rang silencieux, délibéré, une reconnaissance qui porte plus de poids que n'importe quelle poignée de main. Mademoiselle Dubois. Sa voix était ferme, réglée pour porter juste assez loin. Ça va? Dois-je annuler leur réservation? Je veux dire que la pièce est devenue silencieuse, mais ce n'est pas exact. La pièce était déjà silencieuse. Ce qui s'est passé, c'est que le silence a changé de nature. Il est passé du mutisme embarrassé et évitant des étrangers témoins d'une scène désagréable, à un silence différent, alerte, en pleine recalibration, comme une salle de restaurant se transforme à l'entrée d'une personne importante. Et tout le monde a besoin d'un instant pour comprendre la nouvelle géométrie. La bouche de François s'est ouverte. S'est refermée. S'est rouverte. Il ressemblait à un homme qui avait lu une carte à l'envers et venait de réaliser que la destination était derrière lui. Comment l'avez-vous appelé? Marc ne l'a pas regardé. A gardé les yeux sur moi. Sophie s'est penchée en avant. Pourquoi le chef vous parle-t-il? Derrière Marc, 2 autres membres de mon équipe étaient apparus à l'entrée de la cuisine. Louis, mon sous-chef, avec une serviette toujours sur l'épaule. Et Camille, la chef pâtissière, debout, les bras croisés,
avec une expression qui suggérait qu'elle faisait des calculs sur le nombre de façons dont cette situation pouvait se terminer, et qu'aucune n'était bonne pour les gens de la table 12. La sommelière, une femme nommée Diane que j'avais embauchée il y a 8 mois, s'était rapprochée, se positionnant comme le personnel se positionne quand il protège la maison, ce qui dans ce cas se trouvait être la même chose que me protéger. Vous? C'est votre? François ne pouvait pas finir la phrase. Sa main, celle qui m'avait frappé, était maintenant à son côté, et j'ai vu ses doigts se recourber vers l'intérieur, non pas en point mais en quelque chose de pire, la lente reconnaissance que la main avait fait quelque chose que le cerveau commençait tout juste à comprendre. Oui, ai-je dit. Doucement. Sans triomphe. Sans mise en scène. Juste un fait. Livré comme on livre un plat qui parle de lui-même. Ceci est le mien. Le visage de Sophie a traversé quelque chose de remarquable. J'aimerais pouvoir le ralentir pour vous, image par image, car c'était la plus honnête que je l'ai vue depuis des années. Confusion authentique. Non joué. Le genre qui vient avant que le masque ne se remette en place. Puis l'incrédulité. Puis un calcul rapide, presque mécanique. Je la voyais pratiquement composer la légende Instagram, réécrire l'histoire de cette nuit en quelque chose qu'elle pourrait présenter. Ma sœur possède cet endroit. Si fière d'elle. Depuis quand? Puis, elle a dit, pourquoi ne nous l'as-tu pas dit? Et c'était ça. La question qui contenait, en elle, toutes les questions qu'il n'avait jamais posées. Chaque dîner où il ne m'avait pas invité et où quelqu'un aurait pu dire, qu'est-ce que Élodie fait ces jours-ci? Chaque Noël où la conversation tournait autour de Sophie comme un siphon, et personne ne pensait à rediriger le courant. Vous n'avez jamais demandé, ai-je dit. Les mots ont atterri. Je les ai vus atterrir. J'ai vu François s'asseoir lentement, comme un homme dont les jambes avaient déposé une plainte formelle. J'ai vu Sophie ouvrir la bouche et la refermer 2 fois, comme un poisson qui venait de découvrir le concept de l'air. Mais voici ce que personne ne vous dit sur le moment que vous avez attendu toute votre vie. Il n'a aucun goût. J'avais imaginé cela. 11 ans d'imagination. Au poste de plonge à 3 heures du matin, sur la ligne avec des brûlures aux 2 bras, lors de l'ouverture douce où seulement 14 personnes étaient venues, et Nina et moi étions assises au bar après, buvant du bourbon bon marché et essayant de faire semblant que cela n'avait pas d'importance. J'avais imaginé leur visage. J'avais imaginé le silence. J'avais imaginé me tenir droite et calme et finalement être vue. Et maintenant j'étais là. Et cela avait le goût de l'intérieur de ma joue cuivre et sel et quelque chose qui aurait pu être la victoire, si la victoire ne ressemblait pas tant à mordre dans quelque chose de beau qui n'avait pas d'assaisonnement. Pas de profondeur. Juste la présentation. Juste l'assiette. Ils n'étaient pas désolés de m'avoir blessé. Ils étaient désolés de ne pas savoir que j'avais de l'importance. Et j'ai compris, assise à la table 12 avec mon nom sur l'enseigne, et la recette de ma mère sur le menu, et l'empreinte de la main de mon père s'estompant sur mon visage, que c'étaient 2 plats complètement différents, et que seul l'un d'eux m'aurait nourri. Marc était toujours debout. Toujours en attente. Patient comme seul un homme qui a travaillé une ligne de 14 heures peut être patient, le genre de patience qui n'est pas passive mais chargée, comme un ressort maintenu par un seul doigt. Chef Dubois, a-t-il répété. Plus doucement maintenant. Juste pour moi. Que voulez-vous que je fasse? J'ai regardé la fenêtre. La fille avec le trophée était partie. Juste mon reflet maintenant, 29 ans, jouant encore chaude, assise à une table dans un restaurant que j'avais construit à partir d'un entrepôt désaffecté, et d'une ligne de crédit, et d'une recette que ma mère défunte avait écrite un dimanche après-midi. Je ne lui ai pas encore répondu. Non, ai-je dit. Laissez-les finir leur dîner. Marc m'a étudié un instant. Puis il a hoché la tête une fois, comme il hochait la tête quand un plat revenait d'une table intacte et qu'il comprenait sans demander que le problème n'était pas la nourriture. Je me suis levée. Mes jambes ont fonctionné, ce qui m'a surprise. J'ai dépassé le bar, dépassé Diane avec ses yeux attentifs, dépassé la porte de la cuisine et les traversé, dans la seule pièce de ce bâtiment où je n'avais jamais eu à faire semblant d'être plus petite que je ne l'étais. La cuisine était en plein service.
Les bons de commande accrochés. Les brûleurs en marche. Louis criant les commandes depuis le pass. Le bruit m'a frappé comme un mur de chaos maîtrisé. Chaque son à sa place, et mon corps s'est détendu comme un corps se détend quand il entend sa propre langue parler après trop longtemps dans un pays étranger. Quelqu'un que je n'ai pas vu a pressé une serviette froide dans ma main. Pas de mots. Juste la serviette. Dans une cuisine, vous apprenez à donner aux gens ce dont ils ont besoin sans qu'ils aient à le demander, car demander prend du temps, et le temps est quelque chose que personne n'a quand le pass est plein. Je l'ai pressé sur ma joue. Le froid était vif et pur, et pendant une seconde, il n'y avait que cela, le coton blanc contre la chaleur, l'odeur d'amidon et de glace, le soulagement de quelque chose d'honnête, touchant quelque chose qui faisait mal. Puis le froid a fait ce que le froid fait. Il a atteint au-delà de la surface. Jusqu'à l'endroit où le corps garde ce que l'esprit a classé. Et je n'étais plus dans ma cuisine. J'avais 14 ans, à Chambéry, Savoie, le gymnase du lycée Saint-Exupéry, qui sentait la cire de sol et les vieilles chaussures de basket, et cette marque particulière de sueur nerveuse que seuls les adolescents produisent. Le championnat junior culinaire de Savoie, 16 concurrents, une scène, une table pliante avec un seul brûleur, une planche à découper, et 45 minutes pour faire quelque chose que les 3 juges se souviendraient. J'ai fait le ragoût de poulet, souvenir d'antan. Non pas parce que je l'avais étudié ou pratiqué pendant des semaines bien que je l'ai fait, mais parce que ma mère le préparait les nuits froides, adapté de son vieux livre de cuisine avec des notes en marge. Plus de vin que ce qu'il est indiqué, crois-moi. Ma mère était morte depuis 2 ans à l'époque, et son écriture en marge était ce qui se rapprochait le plus de sa voix. J'ai gagné. Première place. Le trophée était en argent brossé, en forme de fouet et plus lourd qu'il n'y paraissait. Je l'ai brandi sur scène et j'ai balayé les gradins. Rangée 1. Rangée 2. Rangée 3. Les sièges étaient à moitié vides. C'était un concours de cuisine un mardi après-midi. Pas la finale de football régional, mais je ne cherchais pas une foule. Je cherchais un visage. Un blazer bleu marine. Un homme qui avait dit qu'il essaierait de venir. Son siège était vide. 3e rangée. Allez. Je l'avais réservé en y posant ma veste ce matin-là, et quelqu'un avait déplacé la veste par terre. Il était au spectacle de Pom Pom Girls de Sophie de l'autre côté de la ville. Le même après-midi. Conflit d'emploi du temps, avait-il dit. Ça arrive, avait-il dit. Je suis rentré chez moi avec la famille de mon entraîneur. La radio jouait quelque chose dont je ne me souviens plus, et le trophée était sur mes genoux parce que je ne voulais pas le mettre dans le coffre. Je voulais le tenir. Je voulais qu'il soit encore chaud de la scène quand je franchirais la porte d'entrée. La porte d'entrée avait une banderole. Faite à la main. Bleu et blanc. Félicitations, Sophie. 2e place. Il y avait des ballons attachés à la rampe du porche et le bruit de gens qui riaient à l'intérieur, et je me tenais sur le perron, tenant un trophée de première place tandis que les confettis de la fête de quelqu'un d'autre soufflaient sur mes chaussures. François était dans la cuisine, coupant un gâteau. Acheté en magasin. Glaçage blanc. Il a levé les yeux quand je suis entrée. Comment était le truc de la cuisine? J'ai gagné, papa. Championne régionale. Il a hoché la tête. Comme il avait hoché la tête au ragoût. Comme il hochait la tête à tout ce que j'avais jamais mis devant lui accusant réception sans en confirmer la valeur. C'est bien, ma chérie. La cuisine est un passe-temps, pas un accomplissement. Garde ça pour quand tu auras besoin d'une recette. J'ai laissé le trophée sur le comptoir à côté du couteau à gâteau. Il était encore là le lendemain matin. Intact. Non mentionné. Le ruban de 2e place de Pom Pom Girl de Sophie était collé au réfrigérateur. 4 ans plus tard, la lettre d'acceptation est arrivée. Institut Paul Bocuse. Bourse d'études complète. J'avais postulé en secret, utilisant l'adresse de ma conseillère d'orientation pour le courrier de retour parce que je savais déjà comment c'est qu'un plat va brûler avant de sentir la fumée que François ne la laisserait pas m'atteindre intacte. Il l'a trouvé quand même.
Il l'a lu à la table de la cuisine un samedi matin pendant que je préparais des œufs. N'a rien dit pendant longtemps. Puis il l'a déchiré en deux. Proprement, droit au milieu. Comme on déchire un reçu pour quelque chose qu'on a décidé de retourner? Tu ne vas pas gaspiller 4 ans à apprendre à hacher des oignons. Obtiens un vrai diplôme ou trouve un travail. J'ai fait une seule valise cette nuit-là. Les 2 moitiés de la lettre déchirée y sont allées en premier. Je les ai pressées ensemble dans un sac de congélation comme des preuves, ce qu'elles étaient. Des preuves que la porte devant laquelle j'avais été n'était pas une porte du tout, mais un mur que quelqu'un avait peint pour qu'il en ait l'air. Tante Janine a été la seule personne à appeler. Pas cette nuit-là, elle n'a pas su que j'étais partie avant le lendemain matin. Mais une semaine plus tard, alors que je dormais sur le sol d'un appartement de plongeur à Belleville, Paris, avec une demande d'emploi de restaurant dans ma poche et 1100 € en tout et pour tout, un chèque est arrivé. 800 €? Dans la ligne de libellé, de la petite écriture soignée de Janine, pour la chose de la cuisine. J'ai pleuré. Non pas à cause de l'argent, bien que l'argent m'ait empêché de revenir, ce qui en a fait les 800 € les plus chers que quiconque ait jamais dépensé pour mon avenir. J'ai pleuré parce que quelqu'un de ma famille avait utilisé ces 3 mots et les avait entendus comme autre chose qu'un rejet. J'ai fait la plonge pendant 4 mois. J'ai obtenu un poste de chef de partie dans une trattoria du quartier latin qui servait des pâtes médiocres et une bruschetta exceptionnelle. J'ai été viré. J'ai été embauché au bistrot Bellini, où Marc dirigeait la cuisine avec le genre de précision terrifiante qui faisait paraître tous les autres chefs sous lesquels j'avais travaillé comme s'ils tâtonnaient. Marc ne se souciait pas de mon nom de famille ou de ma bourse ou de mon père. Il se souciait de savoir si je pouvais découper un poisson en moins de 2 minutes, et si mon risotto avait la bonne ondulation quand il inclinait la poêle. Il m'a formé comme un forgeron forme un apprenti par la répétition, par la chaleur, par la compréhension que le seul raccourci en cuisine est celui qui blesse quelqu'un. 6 ans à Paris, puis Lyon, puis l'entrepôt, puis Nina, puis l'Alouette et le Laurier, puis cette nuit, cette serviette, cette joue, cette cuisine qui sentait l'ail et le beurre noisette, et ce genre de sécurité spécifique que je n'avais jamais ressenti que dans 2 endroits, ici. Et à côté de ma mère au fourneau à Chambéry avant que le monde ne la soustrait de la recette. J'ai retiré la serviette de mon visage. La marque s'estompait. Le souvenir non. Marc a franchi la porte de la cuisine. Le service touchait à sa fin, les dernières commandes défilaient, l'énergie passant du bourdonnement intense d'une salle pleine au rythme plus lent de la fermeture. Votre père demande à vous parler. Que veut-il? Marc a essuyé ses mains sur son tablier. Lentement. Délibérément. Comme il faisait tout. Je pense qu'il veut s'excuser. Mais pas le genre dont vous avez besoin. Il y a une différence entre des excuses et un recalibrage. L'une coûte quelque chose à la personne, l'autre ne vous coûte que du temps. Et j'avais 29 ans, debout dans une cuisine que j'avais construite à partir de rien, et je manquais de temps que j'étais prête à consacrer à des gens qui ne s'excusaient que lorsqu'ils découvraient que la personne qu'ils avaient blessée avait de la valeur. J'ai accroché la serviette au crochet près de la porte. Dites-lui que j'arrive dans 1 minute. Marc s'est arrêté à la porte. A regardé en arrière. Vous n'êtes pas obligé d'y aller, chef. Je sais. Vous y allez quand même. Je le sais aussi. Il a secoué la tête. Le même regard qu'il m'avait donné plus tôt, l'homme regardant quelqu'un toucher la poêle. Mais cette fois, il y avait autre chose. Quelque chose qui aurait pu être du respect, si le respect pouvait coexister avec l'inquiétude. Ce qui, en cuisine, est toujours le cas. La salle à manger était plus vide quand je suis revenue. La plupart des tables avaient été débarrassées. Le couple de la table 6 était parti. La sommelière polissait des verres derrière le bar avec le rythme attentif de quelqu'un qui avait décidé de rester tard parce que la soirée était devenue quelque chose qui valait la peine d'être témoin. François se tenait près du comptoir d'accueil, les mains dans les poches, le blazer bleu marine mal boutonné. Un bouton décalé, comme un homme qui s'était réassemblé à la hâte et avait manqué une étape. Sophie était à côté de lui, son téléphone dehors mais l'écran éteint, ce qui, pour Sophie, était l'équivalent d'un drapeau blanc. Tante Janine était assise seule à la table 12. Elle n'était pas partie.
Elle n'avait pas bougé. Elle tenait le carnet de recettes, celui que Sophie avait mis de côté, tournant les pages lentement, comme si elle lisait quelque chose de sacré qui avait été accidentellement laissé derrière. François m'a vu et s'est redressé. Ses yeux étaient rouges, mais pas comme les yeux rougissent en pleurant. Comme ils rougissent d'avoir été forcés de rester ouverts trop longtemps, de fixer quelque chose qu'on ne peut pas détourner mais qu'on ne peut pas non plus traiter. Élodie. Il s'est arrêté. A recommencé. Je ne savais pas. Tout ça. Le restaurant. Tu aurais dû nous le dire. C'était ça. Les excuses qui n'étaient pas des excuses. La phrase qui renvoie la faute à la personne qui a été lésée, tu aurais dû nous le dire, comme si le problème était la gestion de l'information et non 11 ans de ne pas se soucier suffisamment de poser la question. Vous dire quoi, papa? Que cuisiner avait cessé d'être un hobby? Ou que votre fille avait construit quelque chose de réel sans votre permission? Ce n'est pas juste. J'essayais de te protéger de quoi? Du succès? Il n'a pas répondu. Sa mâchoire travaillait comme elle travaillait quand il calculait, le vieux réflexe d'expert en sinistre, évaluant les dommages, estimant les coûts, déterminant qui était responsable, mais ce n'était pas une réclamation qu'il pouvait ajuster. C'était une perte qu'il avait causée, et les papiers n'existaient pas pour cela. Sophie a fait un pas en avant. Et ce qui s'est passé ensuite était si fluide, si naturel, que si je n'avais pas passé toute ma vie à la regarder faire, j'aurais pu croire que c'était sincère. Élodie. Sa voix avait changé. Le sucre brûlé avait disparu, remplacé par quelque chose de chaud et de doux comme du beurre, la voix qu'elle utilisait quand elle voulait quelque chose, qu'elle avait perfectionné comme j'avais perfectionné mes compétences au couteau, à travers des années de pratique acharnée. Oh mon Dieu! C'est incroyable! Je n'arrive littéralement pas à croire que ma sœur possède cet endroit. Elle a regardé la salle à manger comme si elle la voyait pour la première fois, ce qu'elle faisait, car la première fois qu'elle était entrée, elle regardait les prix du menu, pas les murs. J'ai toujours su que tu ferais quelque chose avec la cuisine. Je veux dire, tu as toujours été si talentueuse. Tu te souviens quand tu faisais ces petits gâteaux pour mes soirées pyjama? Tout le monde les adorait. Je me suis souvenu des gâteaux. Je me suis aussi souvenu que Sophie avait dit à ses amis que je les avais achetés dans une pâtisserie parce qu'elle était gênée d'admettre que sa sœur les avait faits. François, sentant une ouverture comme un homme sent une sortie dans un bâtiment qu'il vient d'incendier. Tu vois? Ta sœur a toujours cru en toi. Et voici la partie qui me fait peur. La partie que je n'aime pas admettre. Pendant un moment terrible, profondément ancré, j'y ai cru. Pas les mots, je savais que les mots étaient creux, je savais que Sophie écrivait déjà le récit qu'elle publierait demain, je savais que François réassemblait la soirée en quelque chose avec lequel il pourrait vivre. Je savais tout cela comme je savais la différence entre un vrai fond et de la poudre. À l'odeur, au poids, à la façon dont il se posait sur la langue. Mais la partie de moi qui était restée sur cette scène pendant 14 ans, la partie qui balayait encore les gradins, vérifiait encore le siège vide. Gardait encore une chaise au bout de la table juste au cas où cette partie voulait tellement que ce soit réel qu'il importait presque peu que ça le soit. J'ai presque dit oui. J'ai presque cédé au câlin que Sophie préparait déjà. J'ai presque laissé le « j'ai toujours su » devenir cette phrase qui remplaçait le « c'est mignon » et le truc de la cuisine et toutes les autres petites gommes qui m'avaient effacé de ma propre famille aussi longtemps que je pouvais m'en souvenir. Presque. Ils sont partis vers 22h30. Sophie m'a serré dans ses bras à la porte fort, longtemps, exécutée avec l'expertise de quelqu'un qui comprenait que l'affection physique pouvait être une forme de négociation de contrat. François m'a tapoté l'épaule. On se reparlera bientôt, a-t-il dit, ce que les gens disent quand ils veulent dire le contraire et espèrent que vous ne le remarquerez pas. Tante Janine est restée en retrait. Elle m'a touché la main, juste le bout des doigts contre mon poignet, léger comme une garniture, et n'a rien dit. Puis elle les a suivis. Elle avait reposé le carnet de recettes sur la table 12, fermé, l'inscription tournée vers le haut. J'ai fermé la porte d'entrée à clé. Le dernier membre du personnel est sorti par l'arrière. Marc m'a serré l'épaule en passant. Je serai à l'Ambre demain si tu as besoin de moi, a-t-il dit, ce qui était sa façon de dire je serai prêt si tu t'effondres et que tu as besoin de quelqu'un qui sait où vont les morceaux.
1h47 du matin. J'étais assise sur le sol de la cuisine, le dos contre la chambre froide. L'acier inoxydable était froid à travers ma robe. La chambre froide bourdonnait derrière moi, la vibration basse et constante qui ne s'arrête jamais, qui tourne toute la nuit, que quelqu'un soit là pour l'entendre ou non. J'ai appelé Nina. Elle a décroché à la deuxième sonnerie. N'a pas demandé pourquoi j'appelais à 1h47 du matin, parce que Nina s'attendait à cet appel depuis 19h30. Ils veulent revenir, ai-je dit. Dîner mensuel. Sophie veut que je m'occupe du traiteur pour le mariage de quelqu'un. Mon père a dit qu'elle avait toujours cru en moi. Et tu le crois? J'ai fixé le plafond. Les tubes fluorescents étaient éteints, mais les lumières de la hotte au-dessus de la cuisinière projetaient une faible lueur ambrée sur les postes de préparation. La cuisine avait l'air différente la nuit, plus calme. Plus honnête. Comme un visage sans maquillage. Il a dit que maman aurait adoré cet endroit. Ina est restée silencieuse pendant longtemps. Puis, ta mère adorait cet endroit, Élodie. Elle est dans la recette. Elle est dans le nom. Elle est là depuis le premier jour. Elle n'avait pas besoin d'une réservation et d'un dîner à 4000 € pour se présenter. J'ai pressé ma paume à plat contre le carrelage froid. Ils n'ont pas trouvé ton restaurant parce qu'ils te cherchaient, a dit Nina. Ils l'ont trouvé sur une liste. Ils ne te cherchaient toujours pas. Et le fait qu'ils soient impressionnés maintenant ne signifie pas qu'ils te voient. Cela signifie qu'ils voient le bâtiment. Cela signifie qu'ils voient l'article élogieux. Cela signifie qu'ils voient quelque chose qu'ils peuvent montrer à leur prochain dîner mondain et dire, c'est l'endroit de ma fille. Mais cela ne signifie pas qu'ils te voient. Parce qu'ils ont eu 29 ans pour te voir. Et la seule chose qui a changé ce soir, c'est le prix. J'ai raccroché. Non pas parce qu'elle avait tort. Parce qu'elle avait tellement raison. Que tenir le téléphone, c'était comme tenir un miroir trop près de mon visage. La chambre froide bourdonnait. La lumière ambrée restait stable. Et je suis restée assise sur le carrelage de la cuisine que j'avais construite. Dans une robe que j'avais enfilée pour faire semblant d'être une cliente dans ma propre vie. Et j'ai laissé le silence faire ce que le silence fait quand on cesse enfin de le remplir d'espoir. Il vous dit la vérité. J'ai dormi 3 heures. Je me suis réveillée à 6 heures. J'ai fait du café dans la cuisine du restaurant parce que je ne voulais pas rentrer chez moi. Et chez moi, l'appartement de la rue de la Charité avec la bonne lumière et le petit jardin d'herbes aromatiques sur le balcon. Cela me semblait appartenir à la version de moi qui existait avant la nuit dernière. Je n'étais pas sûre qu'elle reviendrait. À 8 heures, j'avais pris une décision. À 8h15, j'avais envoyé le SMS. À 9 heures, j'étais assise à la table 12 avec 2 choses devant moi. Le carnet de recettes et une carte de visite. Le restaurant était fermé. Samedi matin. Pas de personnel. Pas de service. Pas de public. Juste des nappes propres et la lumière du matin traversant le mur sud, transformant le verre en quelque chose de transparent au lieu de réfléchissant. Pas de miroir aujourd'hui. Je n'en avais pas besoin. François est arrivé le premier. Il ressemblait à un homme qui n'avait pas dormi non plus. Ce qui nous donnait quelque chose en commun pour la première fois depuis des années. Il portait à nouveau le blazer, boutonné correctement cette fois, et arborait la raideur particulière d'une personne qui sait qu'elle entre dans quelque chose qu'elle ne peut pas ajuster. Sophie était 2 minutes derrière lui. Pas de maquillage. Cheveux tirés en arrière. Elle avait l'air plus jeune sans la performance plus proche de la fille dont je me souvenais d'avant tout cela, celle qui s'asseyait sur le comptoir de la cuisine pendant que maman cuisinait et balançait ses jambes contre les placards. J'ai repoussé cette image. Elle n'avait pas sa place ici. Ils se sont assis en face de moi. François a joint ses mains sur la table. Sophie a posé son téléphone face contre terre, ce qui était nouveau. Merci d'être venu, ai-je dit. François a hoché la tête. Sophie n'a rien dit, ce qui était également nouveau. Je n'avais pas préparé de discours. Je n'avais pas répété de réplique devant le miroir ou écrit de notes sur mon téléphone. J'ai juste parlé comme je cuisinais propre,
précis, rien de gaspillé, chaque élément dans l'assiette parce qu'il avait mérité sa place. Papa, quand j'avais 14 ans, j'ai gagné un championnat régional. Tu n'étais pas là. Quand je suis entrée dans la meilleure école de cuisine du pays, tu as déchiré la lettre. Quand je suis partie de la maison à 18 ans avec une seule valise et une lettre d'acceptation déchirée, tu n'as pas appelé pendant 3 mois. Quand j'ai ouvert ce restaurant, tu ne savais pas parce que tu ne demandes jamais. Et hier soir, quand j'étais assise dans mon propre établissement, à ma propre table, dans une pièce que j'ai construite de mes propres mains et avec mon propre argent et la recette de ma mère, tu m'as giflé parce que Sophie a dit que je gâchais son anniversaire. La bouche de François s'est ouverte. Élodie, je n'ai pas fini. Il l'a refermée. Et pour la première fois de ma vie, mon père a attendu que je parle. J'ai poussé le carnet de recettes de l'autre côté de la table. Ceci contient l'écriture de maman. Le ragoût d'écrevisse. Celui qui est devenu le plat signature de ce restaurant. Celui que Sophie a mangé hier soir et qu'elle a appelé la meilleure chose qu'elle ait jamais mangée. J'ai regardé Sophie. Celui que tu as mis de côté sans lire la première page. Les yeux de Sophie sont allés vers le carnet. Puis, vers moi. Puis vers la table. Elle ne l'a pas pris. Maman était cuisinière, papa, ai-je dit lentement. Non pas pour l'emphase. Parce que j'avais besoin qu'il entende chaque mot dans l'ordre où je les avais arrangés. Elle m'a appris ma première recette. Elle est la raison pour laquelle je fais ça. Elle est la raison pour laquelle ce restaurant s'appelle l'Alouette et le laurier l'Alouette pour l'oiseau qu'elle aimait, le laurier pour la feuille de laurier qu'elle mettait partout. Elle est dans chaque plat de ce menu. Et tu as oublié. Pas elle, tu ne l'as pas oublié. Tu as oublié qu'elle m'avait donné ça. François a fouillé dans sa veste. Lentement, comme on cherche quelque chose que l'on garde près de soi par peur du jour où on ne l'aura plus. Il a sorti une photo de portefeuille. Lorraine. Jeune. Dans la cuisine de Chambéry. Tablier en place. Riant à qui tenait l'appareil photo, ce qui était probablement François. À l'époque où il était le genre d'homme qui faisait rire sa femme. Il a regardé la photo. Puis Sophie. Puis moi. Et j'ai vu, la chose que j'avais passé 29 ans à ne pas comprendre. Il ne regardait pas Sophie parce qu'elle était meilleure. Il regardait Sophie parce qu'elle avait les yeux de Lorraine. La même inclinaison quand elle riait. La même façon de tourner la tête quand quelqu'un prononçait son nom. Sophie était le négatif vivant d'une photographie que François ne pouvait pas arrêter de développer. Et chaque fois qu'il la regardait, il voyait la femme qu'il avait perdue. Je ressemblais à François. Même mâchoire. Même main. Même façon de se tenir dans une cuisine comme si c'était la seule pièce qui avait du sens. Et chaque fois qu'il me regardait, il se voyait lui-même et lui-même était un homme qui n'avait pas pu sauver sa femme du cancer et ne pouvait pas pardonner au monde de l'avoir prise. Cela n'excusait rien. Ni le siège vide. Ni la lettre déchirée. Ni la gifle. Mais cela expliquait l'architecture d'une maison qui avait été construite sur le chagrin et maintenue par l'habitude. Cela expliquait pourquoi une fille recevait la lumière du soleil et l'autre le sous-sol. La voix de François s'est brisée. Pas dramatiquement. Juste une petite fissure. Comme un verre qui a contenu un liquide chaud trop longtemps. Je ne voulais pas. Je sais, ai-je dit. Mais vouloir et faire sont deux recettes différentes, papa. L'une est l'intention. L'autre est ce que les gens goûtent réellement. Sophie n'avait pas parlé. Elle fixait le carnet de recettes. Et quelque chose sur son visage avait changé, la performance était hors ligne. Le calcul en pause. Juste Sophie assise sur une chaise sans script pour la première fois d'aussi loin que je la connaissais. Au moins, je suis restée, a-t-elle dit. Pas fort. Pas une accusation. Quelque chose de plus petit et de plus vrai qui était resté dans sa poitrine pendant des années, attendant une pièce assez silencieuse pour sortir. Parce que Sophie était restée et avait eu l'amour. Mais je suis partie et j'ai eu la vie. Et elle avait peut-être toujours su que l'amour qu'elle collectait était de seconde main. Une lumière empruntée. Le reflet d'une femme qui n'était plus là.
projeté sur une fille qui se trouvait avoir le bon visage. Tu es restée parce que c'était confortable, Sophie. Je suis partie parce que c'était une question de survie. Elle a ouvert la bouche. L'ancienne machinerie s'est mise en marche, le jeu de la culpabilité. Tu nous as abandonnés. La chorégraphie familière de la déflexion qu'elle avait apprise en regardant François éviter les conversations difficiles pendant 3 décennies. Mais les mots sont sortis mal. Ils sont tombés sur la table entre nous comme une garniture sur une assiette vide. Arrangée, colorée, et ne dupant personne. Elle a refermé la bouche. Et ce fut la chose la plus honnête que ma sœur ait faite de toute l'année. Je me suis levée. J'ai pris la carte de visite sur la table. Je l'ai glissée dans ma poche. Je ne la laissais pas pour eux. J'avais passé 11 ans à construire une identité, et je n'allais pas la déposer sur une table pour des gens qui auraient besoin d'une liste des meilleurs pour la trouver. Je ne vous coupe pas les ponts, ai-je dit. Mais je ne cuisine plus pour cette table. Si vous voulez me connaître la vraie moi, pas le restaurant, pas le chef, pas le prix, vous savez où je suis. Mais vous venez en tant qu'invité dans ma vie, pas en tant que personne pour qui je dois auditionner. J'ai marché vers la porte de la cuisine. Ma main était sur la poignée quand je me suis retournée. Le carnet de réservation est ouvert. Mais la cuisine ? C'est la mienne. J'ai franchi la porte. La cuisine était vide, et propre, et sentait le désinfectant au citron que l'équipe de nuit utilisait sur l'acier. La lumière du matin traversait la fenêtre arrière et frappait le poste de préparation sous un angle qui rendait l'acier inoxydable doux, presque chaud. Je n'ai pas regardé par la petite fenêtre pour voir s'ils étaient toujours assis là. Je n'en avais pas besoin. Il existe une version de cette histoire où je pardonne à tout le monde et nous nous asseyons pour un brunch du dimanche, et quelqu'un dit quelque chose de réconfortant autour de mimosa et tout va bien. Mais ce n'est pas cette histoire. Parce que certaines recettes n'ont pas de version familiale. Certaines recettes sont destinées à nourrir exactement une personne, et cette personne a eu faim pendant très longtemps. 3 semaines plus tard, un mardi soir après le départ de la dernière table, j'ai fait des pâtes. Pas le genre qui va sur un menu. Pas le genre avec un nom français et une sauce qui prend 4 heures et un prix qui fait que les gens la photographient avant de la manger. Juste des pâtes. Ail, huile d'olive, flocons de piment. Une poignée de persil du bac à herbes près de la porte arrière. Le genre de nourriture que l'on fait quand la cuisine vous appartient et que personne ne compte les points. Marc a ouvert une bouteille de rouge qui coûtait 11 € et l'a versée dans les mêmes verres que nous utilisions pour les Barolo à 80 €. Louis était assis sur un cajot de lait renversé, son assiette en équilibre sur son genou. Camille avait préparé quelque chose au chocolat et fleur de sel qu'elle refusait d'appeler dessert parce qu'il n'avait pas été correctement tempéré. Mais elle en a mangé 2 morceaux quand même. Diane a mis de la musique depuis son téléphone, quelque chose de lent et acoustique qui flottait dans la cuisine comme de la vapeur. Nina était assise sur le comptoir de préparation, les jambes balançantes, une fourchette dans une main, son téléphone dans l'autre, répondant à des emails entre les bouchées parce que Nina ne savait pas comment arrêter de travailler et que j'avais cessé de le lui demander. Quelqu'un a raconté une blague. Je ne me souviens pas de la blague. Je me souviens du gémissement de Marc théâtral, entier, le genre de gémissement qui était lui-même une forme de rire. Je me souviens de Louis qui a failli s'étouffer avec un morceau de pain. Je me souviens de Camille secouant la tête et disant « C'est la pire chose que j'ai jamais entendue », tout en riant déjà. Voilà à quoi ressemble un dîner de famille quand personne à table ne compte les points. Quand chaque place est méritée, non attribuée. Quand la personne en bout de table est là parce qu'elle l'a construite, non parce qu'elle est arrivée la première et a refusé de bouger. Mon téléphone a sonné. J'ai failli ne pas répondre les mardis soirs après le service était sacré, la seule fenêtre où la cuisine n'était qu'une cuisine, et j'étais juste une personne dedans. Mais le nom sur l'écran m'a fait aller dans le couloir. Tante Janine. Élodie. Sa voix était différente. Pas plus forte, Janine ne serait jamais forte mais moins repliée. Comme une serviette que quelqu'un avait enfin lissée à plat. J'aurais dû me lever cette nuit-là. À la table. Quand elle s'est arrêtée. A recommencer. Je me suis levée.
Mais je me suis rassise. Je sais. J'ai passé ma vie à me rasseoir. Je me suis appuyée contre le mur du couloir. Le bruit de la cuisine filtrait à travers la porte fermée des rires. Le cliquetis des verres. Quelqu'un qui se disputait pour savoir si la coriandre était génétique ou un choix. Le son de gens qui s'étaient choisis mutuellement. J'ai regardé votre restaurant en ligne, a dit Janine. Le menu. J'ai vu le ragoût d'écrevisse. La recette de Lorraine. Nous l'appelons le laurier. Le laurier. Une pause si longue que j'ai pu entendre sa respiration. Elle aurait été si fière de toi, Élodie. Elle aurait été à chaque compétition. Chaque soirée d'ouverture. Elle aurait été celle à la table que personne ne pouvait faire taire. J'ai ri. Un vrai rire. Le genre qui vient d'un endroit dont vous aviez oublié l'existence, car vous y aviez stocké tant de chagrin que vous l'aviez pris pour un vide. Tu m'as envoyé 800 € quand je dormais sur le sol d'une cuisine à Paris, ai-je dit. Tu as écrit, pour la chose de la cuisine, dans le libellé. Je ne savais pas quoi écrire d'autre. C'était parfait, tante Janine. Une autre pause. Puis doucement. Puis-je venir le voir? Le restaurant. Pas pour une occasion spéciale. Juste un mardi. Les mardis, c'est quand nous faisons les bonnes pâtes. Alors un mardi. Après l'appel, je suis allée à ma voiture. Le parking derrière l'Alouette et le Laurier était vide, à l'exception du camion de Marc et de la berline de Nina. L'air lyonnais était chaud et épais, portant du jasmin de quelque part et la légère odeur salée du Rhône. J'ai ouvert la boîte à gants. Le tablier était là. Coton blanc, fin comme du papier, taché de graisse près de la poche gauche. Je l'avais gardé plié dans ce compartiment pendant des années, l'avais transporté à travers les régions, 3 appartements, à travers chaque jour de la construction de quelque chose que la fille qui le portait n'aurait jamais pu imaginer. Mon secret. Ma preuve. Mon trophée dans un endroit où personne ne pouvait le voir. Ce qui, quand j'y pense maintenant, était une sorte de mensonge. Cacher la chose qui me définissait, la cacher dans l'obscurité, la sortir seulement quand j'étais seule, n'était qu'une autre façon d'être d'accord avec François. Une autre façon de dire que le truc de la cuisine était quelque chose à garder dans une boîte à gants plutôt qu'à accrocher à un mur. Je l'ai pris à l'intérieur. J'ai traversé la cuisine. J'ai dépassé les rires et le vin bon marché et le chocolat mal tempéré de Camille. Je l'ai accroché au crochet près de la porte arrière, à côté de la veste de Marc et du parapluie de Nina et de la casquette de baseball de Louis. Plus caché. Plus un secret. Juste un tablier et une cuisine où il avait sa place. J'ai fermé le restaurant cette nuit-là comme je le faisais toujours section par section, lumière par lumière. La salle à manger est devenue sombre en premier. Puis le bar. Puis le couloir. La cuisine a été la dernière, car la cuisine est toujours la dernière. Je me suis tenue dans l'embrasure de la porte et j'ai regardé la pièce. La table 12 était dressée pour demain. Linge frais. Nouvelle bougie. Un menu avec mon nom au verso que personne n'avait besoin de lire pour savoir que j'étais là. Le restaurant est plein la plupart des soirs maintenant. 200 couverts le samedi. Chaque place prise. Aucune n'est celle des Dubois, sauf celle qui compte. Celle dont le nom est sur l'enseigne. Et je pensais que cela ressemblerait à une perte. Ce n'est pas le cas. Cela ressemble à la première fois où les calculs sont bons après des années à mal mesurer et à finalement réaliser que la recette était bonne. Vous cuisiniez juste pour le mauvais nombre de personnes. Nina avait raison. L'ingrédient le plus difficile n'est pas l'argent, ni le talent, ni même le menu. C'est de savoir qui laisser entrer dans votre cuisine. Mais le deuxième plus difficile? Savoir quand la cuisine est déjà pleine. Si quelqu'un que vous aimiez ne venait jamais à votre table, peu importe le nombre de fois où vous dressiez une place pour lui, à quel moment arrêtez-vous de dresser la place? Et à quel moment réalisez-vous que la table était pleine depuis le début? J'ai éteint la lumière de la cuisine. J'ai verrouillé la porte arrière. Je suis allée à ma voiture avec le jasmin dans l'air et mon tablier accroché où il pouvait être vu. La cuisine serait là demain.
Et moi aussi.